En avril 1945, lorsque les armées alliées franchirent les frontières du Troisième Reich, elles ne trouvèrent pas seulement un pays vaincu. Elles découvrirent des laboratoires dissimulés sous des églises, des usines enfouies au cœur des montagnes, des réacteurs nucléaires sur le point d'entrer en fonctionnement, et des archives décrivant des projets que le monde mettrait encore des décennies à comprendre pleinement. Ce que l'Allemagne avait construit en secret pendant 12 années de régime n'avait aucun précédent dans l'histoire militaire moderne. Certaines de ces découvertes étaient purement technologiques. Des sous-marins conçus pour vivre sous l'eau, des fusées ayant frôlé l'espace, des avions sans fuselage qui annonçaient déjà les formes des bombardiers furtifs du XXIe siècle. D'autres étaient d'une nature plus sombre. Des usines souterraines où des milliers de prisonniers assemblaient des armes de précision jusqu'à mourir d'épuisement, des opérations d'espionnage financier capables de détruire des économies entières, et un programme nucléaire qui fut plus proche du succès que le monde n'a voulu l'admettre pendant longtemps. Les Alliés savaient qu'ils devaient agir vite. Le renseignement technique était une ressource que les Soviétiques cherchaient eux aussi avec urgence. Des missions spécialisées comme l'opération Alsos, la T-Force britannique et les unités du Joint Intelligence Objectives Agency ratissèrent l'Allemagne avec des listes de cibles, installations, documents et scientifiques, nom par nom. Ce qu'ils découvrirent durant ces semaines d'avril et de mai 1945 allait définir l'architecture du monde d'après-guerre. La course à l'espace, la guerre froide, l'équilibre nucléaire et la doctrine de la guerre sous-marine moderne sont en grande partie nés de ces découvertes. Ce qui suit est la reconstruction de 15 de ces découvertes. Certaines ont changé la guerre sans avoir le temps de la gagner. D'autres ont laissé des blessures qui ont mis des décennies à cicatriser, certaines encore ouvertes aujourd'hui. Toutes, sans exception, révèlent l'ampleur de ce que le Troisième Reich avait construit en secret et ce que le monde a hérité lorsque ce régime est tombé. Le sous-marin type 21 est l'origine de la guerre sous-marine moderne. Le 4 mai 1945, le sous-marin U-2511 naviguait en immersion au large des côtes de la Norvège. Il s'agissait de l'un des premiers sous-marins opérationnels du modèle le plus avancé jamais construit par la Kriegsmarine, le type 21. Son commandant, le capitaine-lieutenant Adalbert Schnee, détecta acoustiquement un groupe de croiseurs britanniques alors qu'ils se trouvaient en immersion profonde. Il exécuta une approche complète, positionna le sous-marin en angle d'attaque, calcula le tir grâce au système de conduite de tir automatisé, et alors qu'il aurait pu lancer ses torpilles avec une probabilité de réussite extrêmement élevée, il se retint. Quelques heures plus tard, l'ordre de reddition arriva. L'Allemagne avait capitulé. Schnee fit surface, hissa un drapeau blanc et mit le cap sur le port de Bergen. Ce fut le dernier acte opérationnel d'un sous-marin représentant une forme entièrement nouvelle de guerre navale. Lorsque les Alliés inspectèrent l'U-2511 et les autres types 21 capturés intacts, l'ampleur du saut technologique les laissa sans voix. Ils n'étaient pas face à une amélioration progressive des modèles précédents. Le type 21 avait été conçu dès l'origine pour opérer en permanence sous l'eau. La différence fondamentale résidait dans la propulsion. Les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale étaient, en essence, des navires de surface dotés d'une capacité temporaire d'immersion. Ils passèrent la majeure partie de leur temps en surface en utilisant des moteurs diesel et ne plongeaient que pour attaquer ou échapper aux menaces. Sous l'eau, ils dépendaient de moteurs électriques peu puissants et de batteries limitées qui ne leur donnaient que quelques heures d'autonomie. Le type 21 inversait totalement cette logique. Ces batteries avaient une capacité 3 fois supérieure à celle des modèles précédents. Ces moteurs électriques étaient silencieux et puissants, capables de maintenir des vitesses proches de 10 nœuds en immersion pendant plusieurs jours consécutifs. Le Schnorchel intégré renforçait encore cet avantage. Ce dispositif permettait d'aspirer de l'air depuis la surface tout en restant à profondeur périscopique, rechargeant les batteries sans avoir à refaire surface complètement. Le type 21 l'intégrait avec des vannes automatiques et des systèmes de ventilation améliorés qui réduisaient fortement l'exposition visuelle et radar. Un sous-marin qui n'avait presque plus besoin de se montrer au monde extérieur. La coque achevait cette révolution. Au lieu d'une forme optimisée pour la navigation en surface, le type 21 possédait un profil hydrodynamique presque parfait, en forme de goutte d'eau,
conçu pour minimiser la résistance sous-marine. Grâce à cela, il pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 17 nœuds en immersion courte, plus rapide que de nombreux escorteurs de surface alliés. Il pouvait également plonger à plus de 250 mètres, au-delà de la portée effective des charges de profondeur alliées, calibrées pour des explosions en eau moins profonde. L'armement reflétait cette nouvelle conception. 6 tubes lance-torpilles à l'avant, avec un système hydraulique de rechargement permettant de tirer une salve complète et de recharger en moins de 20 minutes. Sur les sous-marins précédents, ce processus pouvait prendre plus d'1 heure. Avec 23 torpilles à bord, le type 20 et 1 pouvait mener plusieurs attaques sans revenir à sa base. Son système de conduite de tir était tout aussi avancé, des ordinateurs électromécaniques qui calculaient automatiquement les solutions de tir en prenant en compte la vitesse, le cap et la distance de la cible, ainsi que les mouvements propres du sous-marin. Le sonar passif était extraordinairement sensible, capable de détecter des navires à des dizaines de kilomètres dans des conditions favorables. Mais ce qui impressionna le plus les ingénieurs alliés fut la méthode de construction. Le type 21 Submarine fut le premier sous-marin fabriqué selon une production modulaire à grande échelle. Au lieu d'être construit de manière continue dans un seul chantier naval, il était assemblé en sections indépendantes dans des usines dispersées à travers toute l'Allemagne. Ces sections étaient transportées par train et par canot jusqu'au chantier d'assemblage final, où elles étaient soudées en quelques semaines. L'objectif était d'accélérer la production et de réduire la vulnérabilité face aux bombardements alliés. Le temps théorique de construction fut réduit à moins de 3 mois. Mais cette rapidité eut un prix. De nombreuses unités souffrirent de défauts de soudure, de problèmes électriques et de défauts d'alignement. Entre 1944 et 1945, 118 unités du type 20 et 1 furent construites, mais seulement 4 effectuèrent des patrouilles opérationnelles et une seule mena une simulation d'attaque réelle. Malgré cela, les rapports techniques alliés d'après-guerre furent sans appel. Si l'Allemagne avait réussi à déployer plusieurs dizaines de types 20 et 1 opérationnel en 1944, alors qu'elle contrôlait encore des bases en France et en Norvège, la bataille de l'Atlantique aurait eu une issue très différente. Les tactiques anti-sous-marines alliées, fondées sur le radar, l'aviation de patrouille et les escorteurs rapides, étaient efficaces contre des sous-marins devant remonter fréquemment à la surface. Elles n'étaient pas conçues pour contrer un sous-marin capable de rester immergé pendant des jours, de se déplacer plus vite sous l'eau et d'attaquer depuis des profondeurs difficiles à atteindre. Les Alliés réagirent rapidement. Les sous-marins capturés furent soumis à des tests approfondis. Les États-Unis développèrent le programme Guppy, qui transforma des sous-marins existants en appliquant les principes du type 21, coque plus hydrodynamique, batteries agrandies, suppression des éléments superflus pour améliorer les performances en immersion. L'Union soviétique captura plusieurs types 20 et 1 intacts et s'en servit comme base de conception pour une classe de sous-marins produite en grande série. Dans les années 1950, ces sous-marins patrouillaient les mers du monde entier et formaient l'ossature de la flotte soviétique. L'héritage définitif du type 21 se concrétisa avec l'arrivée des sous-marins nucléaires. Lorsque les premiers modèles à propulsion nucléaire furent conçus, le principe était clair. Un sous-marin devait être une plateforme constamment immergée et non un navire ne plongeant qu'occasionnellement. La coque hydrodynamique, la priorité donnée à la navigation sous-marine et l'automatisation des systèmes provenaient directement du design allemand. Le U-2511 fut démantelé des années après la guerre, mais la forme que prit ensuite la marine mondiale porte encore son empreinte. Le réacteur secret de Haigerloch et les capacités nucléaires nazies. En avril 1945, des unités américaines de la mission scientifique Opération Alsos arrivèrent dans la petite commune de Haigerloch, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Sous une église creusée dans la roche, elles découvrirent une installation expérimentale qui était restée cachée pendant toute la guerre. À l'intérieur d'une caverne artificielle, elles trouvèrent un réacteur nucléaire inachevé, la dernière tentative allemande pour atteindre une réaction nucléaire contrôlée. Le réacteur, désigné B8, consistait en une structure cylindrique contenant des centaines de cubes d'uranium métallique suspendus dans un bassin rempli d'eau lourde.
L'objectif était de déclencher une réaction en chaîne auto-entretenue dans laquelle les neutrons libérés par la fission de l'uranium provoqueraient de nouvelles fissions en continu. Atteindre cet état, appelé criticité, était une étape essentielle tant pour produire de l'énergie nucléaire que pour développer des armes atomiques. Le programme nucléaire allemand avait commencé en 1939, après la découverte de la fission nucléaire à Berlin. Des physiciens de premier plan, parmi lesquels Werner Heisenberg, participèrent aux études théoriques initiales. Cependant, le projet ne reçut jamais un niveau de priorité stratégique comparable à celui des fusées V2. Les ressources étaient limitées et les travaux restèrent fragmentés entre différentes institutions, sans la structure centralisée qui caractérisa le projet Manhattan américain. L'un des principaux problèmes fut le choix du modérateur, le matériau nécessaire pour ralentir les neutrons sans les absorber. L'Allemagne écarta le graphite en raison des impuretés qui absorbaient les neutrons dans les échantillons disponibles et choisit l'eau lourde. Cette substance n'était produite qu'en quantité significative dans une usine de Vemork, en Norvège. L'installation devint la cible de sabotages répétés de la résistance norvégienne et de bombardements alliés, réduisant drastiquement l'approvisionnement disponible. Vemork. La escasée d'eau lourde empêcha les réacteurs expérimentaux d'atteindre la masse critique requise. Le réacteur de Haigerloch s'en approcha, mais ne parvint pas à maintenir la réaction. Des calculs ultérieurs indiquèrent qu'il aurait nécessité des quantités significativement plus importantes d'uranium et de matériaux modérateurs que l'Allemagne n'était déjà plus en mesure de produire. En 1945, lorsque la mission Operation Alsos captura l'installation, elle confisqua tout le matériel nucléaire ainsi que la documentation associée. Les principaux scientifiques furent arrêtés et transférés en Angleterre, où ils restèrent sous surveillance. Les enregistrements secrets de leurs conversations révélèrent qu'ils ne comprenaient pas certains aspects essentiels de la conception d'une bombe nucléaire fonctionnelle, confirmant ainsi que le programme allemand était loin de pouvoir produire une arme. Les rapports alliés conclurent que l'échec allemand résultait d'une combinaison de facteurs: pénurie de ressources, perturbations constantes, erreurs de calcul et absence de structure centralisée. Samuel Goudsmit écrivit plus tard que les scientifiques allemands capturés réagirent, en apprenant le largage de la bombe sur Hiroshima en août 1945, avec un mélange d'incrédulité et de consternation. Ils ne pouvaient pas croire que les Américains y étaient parvenus là où eux avaient échoué. Le réacteur de Haigerloch fut démantelé. Le matériel nucléaire fut envoyé aux États-Unis pour analyse et réutilisation. Aujourd'hui, le site fonctionne comme musée et dans la caverne d'origine, on peut voir une réplique de la structure du réacteur. Une relique troublante d'une possibilité qui, de peu, n'a jamais vu le jour. Le Horten. Au 229, la silhouette que l'avenir a reconnue comme la sienne. En avril 1945, des troupes américaines de la 9e armée occupèrent les installations de la fabrique Gothaer Wagonfabrik à Friedrichroda, dans le centre de l'Allemagne. Parmi des bâtiments endommagés et des machines abandonnées, les équipes de renseignement technique découvrirent quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie connue. Il n'avait ni fuselage conventionnel, ni empennage. C'était une immense aile en forme de delta, construite en contreplaqué et en tube d'acier, avec 2 moteurs à réaction intégrés à l'intérieur. Il s'agissait du Horten HO-229, le premier avion à aile volante propulsé par réaction au monde. Derrière ce design se trouvaient les frères Reimar Horten et Walter Horten, 2 pilotes et ingénieurs obsédés par l'efficacité aérodynamique depuis les années 1930. Leur idée était radicale mais simple. Le fuselage et la queue génèrent de la traînée sans apporter de portance réelle. Si tout l'avion devenait une aile, la résistance diminuerait et les performances augmenteraient. Pendant des années, ils testèrent cette théorie avec des planeurs, affinant forme et système de contrôle. En 1943, cette obsession rejoignit un besoin stratégique de plus en plus désespéré de la Luftwaffe. Hermann Göring avait formulé une exigence précise: 1000 km/h de vitesse, 1000 km de portée et 1000 kg de charge. C'était une réponse directe aux bombardements alliés sur l'Allemagne. Les frères Horten proposèrent une solution extrême, une aile volante à réaction, sans fuselage, sans queue, avec une silhouette minimale.
Le HO-229 avait une envergure de près de 17 mètres et un angle de flèche prononcé. Sa structure combinait une ossature centrale en tube d'acier avec un revêtement en contreplaqué collé. Il ne possédait pas de surface de contrôle conventionnelle. L'appareil était contrôlé par des élevons surface mobile situés sur le bord de fuite, combinant les fonctions d'aileron et de profondeur. Un système complexe, mais permettant de piloter l'avion sans empennage. Les moteurs choisis étaient deux turboréacteurs BMW 003 montés à l'intérieur de l'aile près du centre. Chacun fournissait environ 800 kg de poussée. En théorie, le HO-229 pouvait atteindre des vitesses proches de 1000 km/h, comparables au ME-262, mais avec une forme aérodynamique beaucoup plus propre. Des décennies plus tard, une question troublante apparut. Lors de la restauration du seul exemplaire survivant du HO-229 effectué par la Smithsonian Institution, on découvrit que le revêtement en bois avait été imprégné d'un mélange de sciure, de charbon de bois et de colle. Des analyses ultérieures montrèrent que le charbon possédait des propriétés d'absorption des ondes radar. Cela souleva une question inévitable. Les frères Orten avaient-ils cherché à réduire la détection radar avant même que le concept d'aviation furtive n'existe officiellement? Reimar Orten fut interrogé à plusieurs reprises sur ce point durant ces dernières années. Ses réponses ne furent jamais claires. Parfois, il affirma que le mélange ne servait qu'à assembler les couches de bois. D'autres fois, il admit qu'ils avaient envisagé la détection radar de manière intuitive. En 2009, des ingénieurs modernes construisirent une réplique du Orten HO-229 et la soumirent à des tests utilisant des systèmes radars équivalents à ceux employés par les Britanniques en 1945. Les résultats indiquèrent que la distance de détection aurait été notablement réduite, d'environ 1/5. Ce n'était pas de l'invisibilité, mais cela représentait un avantage réel. Dans le contexte de la guerre aérienne, quelques secondes supplémentaires pouvaient y faire la différence entre être intercepté ou non. Seuls 3 prototypes furent construits. Le premier était un planeur sans moteur utilisé pour vérifier la stabilité et le contrôle. Le deuxième fut le premier modèle propulsé par réaction et vola au début de 1945. Les rapports de vol indiquèrent qu'il était rapide et stable, bien qu'il nécessitât un pilotage précis. Lors de son 3e vol, l'un des moteurs tomba en panne. Le pilote tenta de rentrer avec un seul moteur, perdit le contrôle lors de l'approche et mourut dans l'accident. Le 3e prototype était inachevé lorsque les forces américaines arrivèrent. Il fut soigneusement démonté, emballé et envoyé aux États-Unis avec les plans et la documentation. Pendant des décennies, il resta stocké, presque oublié, jusqu'au début d'une lente restauration. Le processus fut complexe et laborieux. De nombreuses pièces étaient endommagées ou n'avaient jamais été installées. Les conservateurs travaillèrent à partir de photographies, de plans originaux et de fragments récupérés. Avec le temps, le HO-229 commença à attirer l'attention d'ingénieurs de sociétés aérospatiales modernes. Les similitudes avec les bombardiers furtifs contemporains étaient évidentes. Ailes volantes, moteurs intégrés, absence de surface verticale, silhouette épurée. Les différences étaient également claires. Le HO-229 n'avait pas été conçu avec des calculs radars avancés ni des matériaux composites modernes. Ses caractéristiques de furtivité étaient en grande partie une conséquence indirecte de sa recherche d'efficacité aérodynamique. Le Orten HO-229 ne fut jamais engagé au combat. Il ne largua jamais de bombes et ne fut jamais testé dans des conditions réelles de guerre. Mais il représente un point extrême d'expérimentation où la pression du conflit poussa les ingénieurs à explorer des solutions radicales. Il démontre que même dans les derniers mois de la guerre, l'Allemagne produisait encore des idées que le monde mettrait des décennies à rattraper. L'avant-pire et la maîtrise technologique de la nuit. Dans les derniers mois de la guerre, l'Allemagne parvint à réaliser quelque chose qu'aucune autre armée n'avait encore accompli. Permettre à des soldats individuels de voir et de tirer avec précision dans l'obscurité totale. Il ne s'agissait ni de fusées éclairantes, ni de projecteurs, ni d'un éclairage artificiel du champ de bataille, mais d'un système portable de vision nocturne infrarouge pleinement opérationnel.
Le Dzielgeret 1229 Vampire représentait la première tentative réussie de transformer la nuit en avantage technologique. Le système était conçu pour être utilisé avec le fusil d'assaut STG-44 et se composait de 3 éléments principaux fonctionnant comme une unité indissociable. Un projecteur infrarouge monté sur l'arme émettait une lumière invisible à l'œil humain. Une lunette équipée d'un tube convertisseur d'image captait cette lumière réfléchie et la transformait en image visible. Une batterie haute tension transportée dans un sac à dos alimentait l'ensemble. Le résultat était déroutant. Le soldat pouvait voir ses ennemis dans l'obscurité totale tout en restant invisible pour quiconque ne disposant pas de l'équipement. Le principe physique n'était pas nouveau. Depuis le XIXe siècle, on savait qu'il existait des rayonnements au-delà du spectre visible. La difficulté résidait dans la transformation de ce savoir en un dispositif portable, durable et fiable, adapté aux conditions du combat. L'élément clé était le tube convertisseur d'image, une technologie extraordinairement complexe pour l'époque. Ce tube utilisait un photocathode sensible aux proches infrarouges qui, lorsqu'il était stimulé, libérait des électrons. Ces électrons étaient accélérés et projetés sur un écran au phosphore, créant une image visible dans des tons verdâtres. Le projecteur infrarouge fonctionnait comme une lampe invisible. Il utilisait une ampoule au tungstène avec un filtre spécial bloquant la lumière visible mais laissant passer le rayonnement infrarouge. Bien que le faisceau soit invisible à l'œil nu, il éclairait suffisamment l'environnement pour être capté par le tube convertisseur. Le système complet était volumineux et lourd. Il pesait environ 16 kg avec un sac de batterie dépassant à lui seul 9 kg. L'autonomie de la batterie se limitait à 4 ou 5 heures d'utilisation continue. Malgré cela, dans des situations spécifiques, il offrait un avantage tactique décisif. Lors d'une embuscade nocturne, un soldat équipé du Vampire pouvait détecter, viser et tirer sur un adversaire avant même que celui-ci ne réalise qu'il était observé. L'Allemagne produisit environ 500 unités entre 1944 et 1945. Il ne s'agissait pas d'un déploiement massif, mais sélectif. Les archives indiquent qu'elles furent attribuées à des unités d'élite, principalement sur le front de l'Est et dans la défense du Rhin. Pour les soldats alliés confrontés à ces unités, l'effet psychologique fut profond. Recevoir des tirs précis dans une obscurité totale, sans explication apparente. Cependant, le système présentait des limites évidentes. La qualité de l'image se dégradait rapidement avec la distance et les conditions environnementales. Au-delà de 150 mètres, la netteté diminuait de manière significative. De plus, le projecteur infrarouge avait une faiblesse critique. Il n'était invisible que pour ceux qui ne disposaient pas d'un système similaire. Si l'ennemi possédait également une vision infrarouge, le faisceau révélait immédiatement la position du tireur. Cela faisait du Vampire un avantage asymétrique, puissant uniquement tant que l'adversaire ne disposait pas d'une technologie équivalente. Les Alliés capturèrent plusieurs systèmes intacts et les analysèrent immédiatement. Les rapports techniques reconnurent leur efficacité conceptuelle, mais soulignèrent aussi leurs problèmes logistiques. Le poids, la fragilité des composants électroniques et la dépendance aux batteries rendaient toute adoption massive impraticable avec la technologie disponible en 1945. Le message, toutefois, était sans équivoque. Le combat nocturne entrait dans une nouvelle phase. Après la guerre, les États-Unis comme l'Union soviétique investirent massivement dans la technologie de vision nocturne. Les générations suivantes améliorèrent la sensibilité, l'autonomie et la portabilité, mais le principe fondamental resta identique, transformer l'invisible en visible grâce à l'électronique. Le Dzielgeret 1229 Vampire ne changea pas le cours de la guerre, mais il ouvrit définitivement la nuit comme domaine technologique. Le Psin-2, l'arme qui ne pouvait pas être arrêtée. Le 8 septembre 1944, à 18h43, les habitants de Chiswick, un quartier résidentiel paisible à l'ouest de Londres, entendirent une explosion brutale semblant venir de nulle part. Aucune sirène n'avait retenti. Aucun avion ne survolait la ville. Sur Staveley Road, un cratère de près de 10 mètres de large apparut soudainement, tuant 3 personnes sur le coup. 16 secondes plus tard, une autre détonation secoua Epping, au nord-est de la capitale. Les autorités britanniques attribuèrent ces incidents à des explosions de gaz. Ce n'était pas vrai.
Cet après-midi-là marqua les débuts opérationnels de l'arme la plus avancée de toute la Seconde Guerre mondiale, le missile balistique allemand A4, connu sous le nom de V2 Rocket. Contrairement au bombardement conventionnel, le V2 ne pouvait être ni vu, ni entendu, ni intercepté. Il n'y avait aucun avertissement préalable. L'impact arrivait avant le son. Pour les civils, l'attaque était incompréhensible, presque surnaturelle. Pour les commandants alliés, la signification était immédiate et alarmante. L'Allemagne avait franchi un seuil technologique entièrement nouveau. Pour la première fois, une arme pouvait quitter l'atmosphère, revenir à vitesse supersonique et détruire une cible sans aucune possibilité de défense. Le missile mesurait 14 mètres de haut et pesait près de 13 tonnes au lancement. Il utilisait un moteur à carburant liquide alimenté par un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide. Une combinaison extrêmement instable mais d'une puissance considérable. Pendant 65 secondes, ce moteur générait 25 tonnes de poussée, accélérant le projectile à plus de 5700 km/h. Il atteignait des altitudes proches de 90 km, frôlant la limite de l'espace, avant d'entamer sa descente balistique vers sa cible. Aucune défense existante en 1944 ne pouvait contrer un tel profil d'attaque. Le Hunke-2 utilisait des gyroscopes pour maintenir son orientation et un accéléromètre pour mesurer la vitesse accumulée pendant l'ascension. Lorsque le système calculait que la portée prévue était atteinte, il coupait automatiquement le moteur. Il ne dépendait ni de radio ni de contrôle externe, ce qui le rendait insensible aux interférences. Entre septembre 1944 et mars 1945, l'Allemagne lança plus de 3000 Fin-2. Environ 1400 frappèrent l'Angleterre, principalement Londres. Au total, 2754 personnes furent tuées et plus de 6500 gravement blessées. D'autres missiles tombèrent sur Anvers, principal port de ravitaillement allié en Belgique, causant plus de 7000 victimes civiles et militaires. Le dernier F2 à frapper le territoire britannique s'écrasa le 27 mars 1945, tuant une femme nommée Ivy Millichand. Elle fut la dernière victime d'une arme impossible à arrêter. Lorsque les Alliés entrèrent à Peenemünde, le centre d'essai situé sur la côte baltique, ainsi que dans les usines souterraines du massif du Harz, ils découvrirent quelque chose de plus troublant encore que la sophistication technique. Le programme F2 n'était pas expérimental, il était entièrement industrialisé. Il existait des lignes d'assemblage, des manuels détaillés, des systèmes de lancement mobiles, et un réseau logistique complexe comprenant des trains spéciaux, des plateformes hydrauliques et des équipes capables de manipuler l'oxygène liquide en conditions de terrain. L'Allemagne avait réussi à produire en série des missiles balistiques sous un bombardement constant. La capture de cette technologie devint une opération urgente. En avril 1945, le major Robert Staver coordonna l'évacuation systématique des composants, plans et personnels clés du programme allemand. Werner von Braun, directeur technique du V2, avait fui vers le sud avec son équipe et des tonnes de documentation qu'ils enterrèrent dans une mine abandonnée. Le 2 mai, il se rendit volontairement aux forces américaines, convaincu que son avenir serait plus favorable sous leur contrôle. La réponse américaine fut immédiate. Avant que la région ne passe sous contrôle soviétique, plus d'une centaine de fusées complètes ou démontées furent récupérées dans les installations souterraines. Les composants furent envoyés à Anvers, chargés sur des navires de transport, puis acheminés vers les États-Unis. Parallèlement, 127 scientifiques et ingénieurs allemands furent transférés d'abord au Texas, puis au Nouveau-Mexique, où ils poursuivirent leurs travaux sous supervision militaire. Le premier lancement américain d'un F2 eut lieu le 16 avril 1946. La fusée dévia de sa trajectoire et s'écrasa, mais chaque essai fournit des données cruciales. Rapidement, les charges explosives furent remplacées par des instruments scientifiques afin d'étudier la haute atmosphère, les rayons cosmiques et la structure thermique à des altitudes jusque-là inaccessibles. En quelques années, ces expériences transformèrent la connaissance de l'environnement terrestre et posèrent les bases de l'exploration spatiale. La fusée ayant permis le lancement du premier satellite américain, ainsi que les lanceurs ayant envoyé des êtres humains sur la Lune, descendent de la même lignée technique que celle née à Peenemünde. Les Soviétiques, bien qu'arrivés plus tard, exploitèrent également cet héritage.
Ils reconstruisirent la fusée presque pièce par pièce et la transformèrent en premier missile balistique intercontinental, puis en véhicule inaugurant l'ère spatiale. Le 1-2 Rocket ne décida pas la guerre, mais il définit le monde d'après-guerre. Le Me-262, la fin de l'ère des hélices. Le 25 mars 1945, un pilote américain de P-47 Thunderbolt survolait la Bavière lorsqu'il aperçut quelque chose qui ne correspondait à aucun avion connu. Un appareil allemand passa à ses côtés à une vitesse impossible pour tout chasseur à hélice. Aucune hélice visible, aucun moteur radial, seulement 2 nacelles sous les ailes émettant une lueur bleutée. Le pilote tenta de virer pour le poursuivre, mais l'avion avait déjà disparu à l'horizon. Sans le savoir, il venait de rencontrer le Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Lorsque les troupes américaines capturèrent la base aérienne de Lechfeld en avril 1945, elles trouvèrent des dizaines de Me-262 dispersés entre des hangars endommagés par les bombardements. Certains étaient complets, d'autres en cours d'assemblage, d'autres encore abandonnés, faute de carburant. Les pilotes et ingénieurs alliés qui les inspectèrent comprirent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une amélioration progressive. C'était un saut qualitatif. La différence entre un chasseur à hélice et le Me-262 était comparable à celle entre un biplan de la Première Guerre mondiale et un chasseur moderne de la fin des années 1930. Le Me-262 pouvait atteindre environ 870 km/h, près de 200 km/h de plus que le P-50 et un Mustang, le chasseur allié le plus rapide en service. Il était armé de 4 canons de 30 mm, capables de détruire un bombardier lourd en quelques impacts. Son design aérodynamique, avec des ailes légèrement en flèche, réduisait la traînée à haute vitesse et annonçait des principes qui deviendraient plus tard standards dans l'aviation à réaction. Le projet avait commencé en 1938, alors que l'Allemagne espérait encore une guerre courte. Les ingénieurs de Messerschmitt conçurent l'avion autour de turboréacteurs qui n'existaient pas encore sous une forme fiable. Les premiers prototypes dépendaient de moteurs expérimentaux qui tombaient fréquemment en panne. Les turbines surchauffaient, les matériaux ne résistaient pas aux contraintes thermiques et la consommation de carburant était élevée. Pendant des années, la cellule de l'avion fut prête avant qu'un moteur adapté n'existe réellement. Ce n'est qu'en 1942 qu'un moteur opérationnel fut disponible, le Junkers Jumo 004. Ce moteur produisait une poussée suffisante, mais à un coût élevé. Sa durée de vie était extrêmement courte. Les alliages résistants à la chaleur nécessitaient des matériaux stratégiques que l'Allemagne ne pouvait plus se procurer en quantité suffisante. Pour compenser, on utilisa des métaux de moindre qualité, ce qui entraînait une usure des moteurs après seulement quelques heures de vol. En 1943, Adolf Hitler ordonna que le Messerschmitt Me-262 soit développé comme bombardier rapide et non comme intercepteur. Son idée était d'utiliser la vitesse de l'appareil pour larguer des bombes sur des objectifs alliés sans possibilité d'interception. Techniquement, c'était possible, mais ce changement retarda son introduction comme chasseur pendant des mois cruciaux. Lorsqu'il fut finalement autorisé à servir d'intercepteur, le temps perdu ne pouvait plus être rattrapé. Le Me-262 entra en service opérationnel à l'été 1944 avec des unités expérimentales. En combat, son impact fut immédiat. Contre les bombardiers alliés, il était dévastateur. Les chasseurs d'escorte ne pouvaient pas le rattraper en vol horizontal. Les artilleurs défensifs avaient à peine le temps de réagir. Un pilote de Me-262 pouvait attaquer, tirer une courte rafale, puis s'éloigner avant toute riposte. Mais des problèmes structurels persistaient. Les moteurs exigeaient une manipulation extrêmement délicate. Une utilisation brutale de la manette des gaz pouvait provoquer des défaillances graves. De plus, l'appareil était particulièrement vulnérable au décollage et à l'atterrissage. Les Alliés identifièrent rapidement cette faiblesse et commencèrent à patrouiller près des aérodromes connus, attaquant les jets lors de leurs phases les plus exposées. La production n'atteignit jamais le niveau nécessaire. Environ 1400 Me-262 furent construits, mais il n'y en avait rarement plus de 200 opérationnels simultanément. La pénurie de carburant, les bombardements des usines et le manque de pilotes entraînés limitèrent fortement son impact stratégique. Malgré tout,
le ME-262 détruisit des centaines d'avions alliés. Son effet psychologique fut immense. Il démontra que l'ère des hélices avait atteint ses limites. Lorsque les Alliés capturèrent des exemplaires intacts, ils commencèrent à les étudier en urgence. Moteurs démontés, conceptions analysées, leçons immédiatement appliquées à leur propre programme. De cette étude émergèrent les premiers chasseurs à réaction d'après-guerre. En quelques années, les cieux du monde entier furent dominés par des avions ne dépendant plus d'hélices. Le Messerschmitt ME-262 ne changea pas l'issue de la guerre. Il arriva trop tard, en quantité insuffisante, dans un système industriel en déclin. Mais il transforma définitivement l'avenir du combat aérien. Le Sturmgewehr 44 est la naissance du fusil d'assaut. Avant 1943, le concept de fusil d'assaut n'existait pas. Les armées du monde équipaient leur infanterie de deux types d'armes distincts. D'un côté, les fusils à verrou, à longue portée, précis et puissants, conçus pour des tirs au-delà de 800 mètres. De l'autre, les pistolets mitrailleurs compacts, utilisant des munitions de pistolet. Très efficaces à courte distance mais inefficaces au-delà de 100 mètres. Entre ces deux extrêmes existait un vide tactique. La majorité des combats d'infanterie réels se déroulaient à moins de 300 mètres, une distance à laquelle les fusils étaient trop lents et les pistolets mitrailleurs insuffisants. Le Sturmgewehr 44 fut conçu pour combler exactement ce vide. Et ce faisant, il transforma durablement la manière dont l'infanterie moderne combat. Lorsque l'armée rouge entra à Berlin en mai 1945, les soldats soviétiques découvrirent quelque chose d'inattendu dans les arsenaux et dépôts abandonnés. Des milliers d'armes d'un type inconnu, différentes des fusils Mauser habituels. Elles étaient plus courtes, plus compactes, dotées d'un chargeur courbe de grande capacité et d'un sélecteur de tir intégré. Elles pouvaient tirer en mode automatique ou en tir semi-automatique selon les besoins. Avec un poids d'un peu plus de 5 kg en charge complète, elles utilisaient une munition intermédiaire, ni comparable à une cartouche de pistolet, ni à un projectile de fusil traditionnel. C'était le Sturmgewehr 44, le STG 44. Le développement de cette arme commença en 1942 sous un nom trompeur, Maschinenkarabiner 42, carabine automatique. Ce nom n'était pas un hasard. Adolf Hitler avait explicitement interdit le développement de nouvelles armes d'infanterie, estimant que l'Allemagne devait se concentrer sur la production de masse de systèmes déjà connus. Cependant, les rapports de plus en plus alarmants provenant du front de l'Est dressaient un tableau différent. Les troupes allemandes affrontaient des soldats soviétiques armés de pistolets mitrailleurs PPSH-41 qui, en combat urbain, dans les tranchées et les forêts, offraient une puissance de feu écrasante. La solution ne consistait pas simplement à augmenter la cadence de tir. Le véritable problème était la munition. La cartouche standard Mauser était trop puissante pour un tir automatique contrôlé. Elle produisait un recul si important qu'elle rendait impossible le maintien de la précision en rafale. Pour cette raison, les ingénieurs dirigés par Hugo Schmeisser développèrent une cartouche entièrement nouvelle, le 7,92 x 33 mm, dite Kurz, courte. Cette munition était moins puissante qu'une cartouche de fusil standard, mais bien plus efficace que toute munition de pistolet. Elle permettait un tir automatique contrôlé tout en conservant une létalité réelle jusqu'à environ 300 mètres. Le Sturmgewehr 44 fut conçu autour de cette munition. Il utilisait un système de rechargement à emprunt de gaz dans lequel une partie des gaz du tir actionnait un piston qui faisait reculer la culasse, éjectait la douille usagée et introduisait le projectile suivant. Ce mécanisme était robuste et fiable, en particulier dans les conditions extrêmes de boue, de poussière et de froid typiques du front de l'Est. Le sélecteur de tir offrait une flexibilité sans précédent. Un soldat pouvait tirer en mode semi-automatique pour économiser ses munitions et maintenir sa précision, ou passer en mode automatique pour saturer une zone ou neutraliser l'ennemi. Cela transforma la conduite du combat. Pour la première fois, un seul soldat pouvait adapter son arme à différentes situations sans changer d'équipement. La conception du STG-44 reflétait également les limites industrielles de l'Allemagne. Dans les dernières années de la guerre, plutôt que d'usiner des pièces à partir de blocs d'acier massif, on utilisa de la tôle emboutie et soudée, une méthode plus rapide et moins coûteuse.
La crosse et le garde-main étaient en bois stratifié et les modèles ultérieurs incorporèrent des matériaux plastiques précoces. Cela permit une production relativement élevée malgré les bombardements alliés. Entre 1943 et 1945, plus de 400 000 unités furent produites. Lorsqu'Adolf Hitler découvrit le projet, il réagit avec fureur et ordonna son arrêt. Mais les rapports du front étaient si favorables que le haut commandement insista. Finalement, il autorisa la production à une condition symbolique mais déterminante. Le nom devait changer. L'arme devint le Sturmgewehr, fusil d'assaut. Ce terme, créé à des fins de propagande, allait définir toute une catégorie d'armes pour le reste du siècle. Après la guerre, son influence fut immédiate. Les Soviétiques capturèrent usines, plants et grandes quantités de STG-44. Bien que l'AK-47 ne soit pas une copie directe, il adopta le même concept central, cartouche intermédiaire, tir sélectif et chargeur de grande capacité. En Occident, les États-Unis mirent plus de temps à accepter cette idée, mais développèrent finalement des armes basées sur le même principe. Aujourd'hui, le Sturmgewehr 44 est conservé dans des musées militaires du monde entier. Certains exemplaires sont même réapparus dans des conflits modernes, encore fonctionnels des décennies plus tard. Ce ne fut pas l'arme la plus avancée du Troisième Reich ni la plus spectaculaire, mais probablement la plus influente. Elle redéfinit le combat d'infanterie et établit un standard encore utilisé aujourd'hui. Le U-864 est la catastrophe environnementale qui repose au fond de la mer. En février 1945, au large de la côte ouest de la Norvège, eut lieu un affrontement unique dans l'histoire navale. Un sous-marin britannique détecta et coula un sous-marin allemand alors que les deux bâtiments naviguaient entièrement en immersion. Le sous-marin allemand était le U-864 et sa destruction allait avoir des conséquences s'étendant sur plusieurs décennies. Le U-864 effectuait une mission de transport stratégique vers le Japon. L'Allemagne et le Japon, alliés mais séparés géographiquement, dépendaient de sous-marins à long rayon d'action pour échanger des matériaux critiques et des technologies avancées. Le U-864 transportait des plans techniques, des composants industriels, du personnel spécialisé et une cargaison particulièrement dangereuse, environ 67 tonnes de mercure métallique stockées dans des conteneurs en acier. Le mercure était une ressource stratégique essentielle. Il était utilisé dans les détonateurs de précision, les procédés chimiques industriels et certaines applications militaires. Le Japon n'y avait plus accès à cause du blocus naval allié, ce qui faisait du transport sous-marin la seule option viable. Le 9 février 1945, le sous-marin britannique HMS Venturer détecta acoustiquement le U-864 alors que les deux bâtiments étaient en immersion totale. Sur la base d'un calcul complexe reposant uniquement sur les sons détectés, le Venturer lança une salve de 4 torpilles. L'une d'elles toucha sa cible, brisant le U-864 en deux et l'envoyant par 150 mètres de fond. Ce fut le seul combat documenté de l'histoire où un sous-marin en coula un autre alors que les deux étaient totalement submergés. Pendant des décennies, l'épave resta au fond de la mer sans attention particulière. En 2003, des inspections marines norvégiennes détectèrent une contamination au mercure dans les sédiments environnants. Les recherches ultérieures localisèrent les restes du U-864 et confirmèrent que les conteneurs de mercure s'étaient corrodés, libérant le métal dans l'environnement marin. Le mercure est extrêmement toxique et se bioaccumule dans la chaîne alimentaire. Des niveaux élevés furent détectés dans les poissons et organismes marins de la zone, posant un risque significatif pour la santé humaine et l'écosystème. Les autorités norvégiennes étudièrent plusieurs options, dont la récupération de la cargaison ou l'encapsulation de l'épave. La récupération directe fut rejetée en raison du risque technique élevé. L'épave était fragmentée et toute manipulation aurait pu libérer davantage de mercure. Finalement, il fut décidé d'ensevelir l'épave sous des couches de sable, de géotextiles et de roches, créant une barrière physique pour isoler les contaminants. Le projet fut réalisé entre 2007 et 2020 et fait encore l'objet d'une surveillance environnementale permanente. Le cas du U-864 met en lumière un héritage peu évoqué de la guerre. Des milliers d'épaves, de munitions et de cargaisons toxiques reposant en mer,
représentant des risques actifs des décennies plus tard. Le sous-marin n'eut aucun impact militaire direct majeur, mais son naufrage a donné lieu à l'une des opérations de gestion environnementale les plus complexes liées à la Seconde Guerre mondiale. La Die Glocke est l'origine des mythes sur les Wunderwaffe. Contrairement au projet précédent, la Die Glocke ne repose sur aucune documentation militaire confirmée ni sur des découvertes physiques vérifiables. Il s'agit d'une histoire apparue des décennies après la guerre et reprise, amplifiée et transformée dans des publications spéculatives. Son inclusion dans ce récit exige donc une distinction claire entre affirmations et preuves historiques. L'histoire de la Die Glocke apparaît principalement dans un livre publié en 2000 par le journaliste polonais Igor Witkowski. L'auteur affirme avoir eu accès à des transcriptions d'interrogatoires d'après-guerre impliquant un officier SS dans lesquels serait décrit un dispositif expérimental en forme de cloche, développé dans des installations secrètes en Silésie. Selon ce récit, l'objet mesurerait plusieurs mètres, contiendrait des cylindres rotatifs et utiliserait une substance appelée Xerom 525. On lui attribue des effets supposés de rayonnement intense, de dommages biologiques, et même des propriétés physiques extraordinaires. Aucun document original, plan, photographie ou reste matériel ne vient étayer ces affirmations. Aucun archive allié, y compris celle des missions de renseignement scientifique comme l'opération Alsos, ne mentionne un projet correspondant à ces caractéristiques. Il n'existe aucun enregistrement dans les archives allemandes capturées, ni témoignage contemporain vérifiable de scientifiques ou d'ingénieurs impliqués. Aucun élément physique n'a non plus été retrouvé après la guerre. Certaines théories associent la Die Glocke à des structures en béton existantes en Silésie, notamment une construction circulaire surnommée The Henge. Cependant, les analyses architecturales indépendantes montrent que ces structures correspondent à des usages industriels classiques, comme des supports de tours de refroidissement ou des installations minières typiques de la région à cette époque. Le récit de la Die Glocke a été largement amplifié par la littérature d'histoire alternative et les médias sensationnalistes, où on lui attribue des fonctions telles que l'antigravité, le voyage dans le temps ou des armes exotiques. D'un point de vue historiographique, la Die Glocke est généralement classée comme un mythe moderne, issu de la fascination autour des supposées Wunderwaffen du Troisième Reich. Sa persistance s'explique par la combinaison de projets réels technologiquement avancés, de lacunes documentaires et de la destruction partielle des archives allemandes de fin de guerre. Les historiens spécialisés dans le Troisième Reich et dans l'histoire des technologies s'accordent à dire qu'il n'existe aucune preuve permettant de considérer la Die Glocke comme un projet réel. Sa valeur réside uniquement comme exemple de la manière dont le vide documentaire et l'imaginaire collectif peuvent générer des récits détachés des faits vérifiables. Placée à côté des autres technologies authentifiées, elle sert surtout de contraste. Elle illustre la frontière entre l'histoire fondée sur des preuves et celle fondée sur la spéculation. Peenemünde est le centre secret qui a donné naissance aux missiles modernes. Le 17 mai 1945, 9 jours après la capitulation de l'Allemagne, une équipe technique britannique arriva à Peenemünde, sur l'île d'Usedom, à l'extrême nord-est de l'Allemagne. Ils n'étaient pas les premiers à entrer dans le complexe. Les troupes soviétiques étaient arrivées avant eux et avaient en retiré tout ce qu'elles jugeaient utile. Les Britanniques, eux, venaient avec un objectif précis: retrouver des plans, des équipements d'essai, des souffleries, des chambres de combustion et toute trace documentaire des projets qui avaient fait de ce site isolé le centre de développement d'armement le plus avancé du Troisième Reich. Peenemünde n'était pas inconnu des Alliés. Le site avait été bombardé 2 ans plus tôt et apparaissait depuis longtemps dans les rapports de renseignement. Pourtant, ce que les équipes découvrirent sur place dépassait ce que montraient les photographies aériennes. Il ne s'agissait pas d'un simple champ d'essai, mais d'un complexe scientifique et militaire entièrement intégré. On y trouvait des laboratoires d'aérodynamique, des usines de production d'oxygène liquide, des hangars pour prototypes, une piste de près de 2 km, ainsi que des plateformes capables de lancer des fusées aussi bien horizontalement que verticalement. Tout était conçu pour étudier, tester et produire des armes sans équivalent dans le monde à cette époque. Le site avait été choisi en 1936 pour des raisons pratiques.
Son isolement géographique réduisait les risques pour les civils. Les forêts environnantes offraient un camouflage naturel et l'accès direct à la mer Baltique permettait des lancements au-dessus de zones maritimes ouvertes. Depuis la côte, les fusées pouvaient parcourir des centaines de kilomètres vers le nord sans survoler de zones habitées. Lorsque Werner von Braun arriva sur place en 1937 avec une petite équipe, le site n'était guère plus qu'un ensemble de baraquements près d'un village de pêcheurs. Son développement fut rapide. En 1943, le complexe employait plus de 12 000 personnes, parmi lesquelles des ingénieurs, des techniciens, du personnel militaire et des travailleurs forcés affectés aux travaux de construction. L'un des éléments les plus impressionnants du site était sa soufflerie supersonique, alors la plus avancée du monde. En 1940, elle pouvait simuler des vitesses dépassant 4 fois celles du son, reproduisant les conditions rencontrées par une fusée traversant l'atmosphère à grande vitesse. Lorsque les techniciens alliés l'inspectèrent en 1945, ils confirmèrent que ses capacités dépassaient celles de toute installation comparable aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. À l'extrémité nord du complexe, des bancs d'essai construits sur d'immenses blocs de béton permettaient de faire fonctionner des moteurs à pleine puissance, tandis que des capteurs enregistraient poussée, température et vibrations. Les rapports britanniques ultérieurs soulignèrent que ces installations pouvaient supporter des moteurs produisant une poussée bien supérieure à tout ce que les Alliés développaient à l'époque. Peenemünde ne se contentait pas de tester des idées. Le site testait des systèmes presque prêts à entrer en service. Entre 1942 et 1945, plus de 300 fusées A4 furent lancées au-dessus de la mer Baltique. Les premiers essais se soldèrent par des explosions spectaculaires ou des trajectoires instables. Le 3 octobre 1942, on obtint le premier vol entièrement réussi. La fusée atteignit plus de 80 km d'altitude et parcourut près de 200 km avant de tomber en mer. C'était la première fois qu'un objet fabriqué par l'être humain atteignait l'espace proche. Les services de renseignement alliés surveillaient de près ce qui se passait sur place. À partir de 1943, des rapports de la résistance polonaise et des missions de reconnaissance aérienne avaient signalé des lancements et une activité inhabituelle. Une photographie prise cette année-là montrait clairement une fusée en position verticale sur une rampe de lancement. La réponse fut le raid aérien connu sous le nom d'Opération Hydra, mené dans la nuit du 17 au 18 août 1943. Des centaines de bombardiers britanniques attaquèrent le complexe en plusieurs vagues, larguant des milliers de tonnes de bombes. Les objectifs n'étaient pas seulement les installations techniques, mais aussi les logements des scientifiques et ingénieurs. La logique était directe, le savoir était plus difficile à remplacer que les bâtiments. L'attaque fit plus de 700 morts, dont le principal ingénieur responsable du développement du moteur de l'A4 et perturba fortement la production. Cependant, elle ne détruisit pas le programme. Les plans, les calculs et les équipements clés furent évacués vers d'autres sites, dont beaucoup souterrains. Lorsque les Britanniques parcoururent les ruines en 1945, ils trouvèrent des laboratoires endommagés, mais aussi des documents révélateurs. On y découvrit des études sur des fusées à étages multiples et des conceptions théoriques capables d'atteindre l'orbite. Dans un autre bâtiment, ils trouvèrent des plans de missiles intercontinental destinés à traverser l'Atlantique. Il n'alla jamais au-delà du stade expérimental, mais il démontrait l'ampleur des ambitions techniques du programme. Après la guerre, Peenemünde devint une source de savoir disputé. Les Soviétiques transférèrent des milliers de techniciens allemands sur leur territoire afin de reconstruire des programmes complets. Les Américains, bien qu'arrivés plus tard sur le site, s'assurèrent les principaux scientifiques et la documentation récupérée ailleurs. Le travail réalisé à Peenemünde entre 1937 et 1945 alimenta directement les programmes de fusées des deux superpuissances pendant la guerre froide. Aujourd'hui, Peenemünde fonctionne comme musée historique et technique. Dans les forêts environnantes, on peut encore voir des rampes de lancement recouvertes de mousse. Face à la côte, la mer conserve les restes de fusées qui échouèrent lors des essais. L'opération Bernhard, le plus grand plan de guerre économique de l'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne lança l'une des opérations de guerre économique les plus ambitieuses jamais conçues.
Elle ne reposait ni sur des bombardements, ni sur des blocus navals, ni sur le sabotage industriel, mais sur quelque chose de bien plus fragile: la confiance dans la monnaie. L'opération Bernard fut une tentative systématique de détruire l'économie britannique par la contrefaçon à grande échelle de sa monnaie. Le plan fut lancé en 1942 sous la direction du Sturmbannführer Bernhard Krüger, officier des SS. L'objectif était simple dans son principe mais complexe dans son exécution: inonder le système financier britannique de faux billets de livres sterling indiscernables des vrais. Si la population et les marchés perdaient confiance dans la valeur de la monnaie, l'économie pouvait s'effondrer sans invasion militaire. Pour mettre en œuvre ce plan, les SS créèrent une imprimerie secrète dans le camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Environ 140 prisonniers furent sélectionnés non pour leur idéologie mais pour leurs compétences: imprimeurs professionnels, graveurs, chimistes, typographes et faussaires expérimentés. Ces hommes furent isolés des autres détenus et contraints de travailler sous la menace directe d'exécution en cas d'échec. Le défi technique était extraordinaire. Les billets britanniques étaient imprimés sur du papier de lin avec des filigranes complexes, des encres spécifiques et une numérotation en série suivant des schémas logiques. Chaque élément devait être reproduit avec une précision absolue. Les prisonniers analysèrent des billets authentiques au microscope, identifièrent la composition chimique des encres et développèrent des méthodes pour imiter les filigranes en modifiant la densité du papier lors de sa fabrication. Le plus grand défi concernait la numérotation en série. Il ne suffisait pas qu'elle soit unique. Elle devait suivre des séquences crédibles, capables de ne pas éveiller les soupçons des banques ou des commerçants. Grâce à une analyse statistique, les prisonniers parvinrent à reproduire des modèles plausibles. En 1943, les billets produits passaient avec succès toutes les inspections connues. Des experts britanniques, après la guerre, reconnurent qu'ils étaient pratiquement impossibles à distinguer des originaux. L'Allemagne produisit environ 132 millions de livres sterling en monnaie falsifiée, une somme énorme pour l'époque. Cependant, le plan initial consistant à inonder directement l'économie britannique ne fut jamais entièrement exécuté. Les raisons restent débattues: crainte de représailles économiques, difficultés logistiques et risque de détection massive limitèrent son utilisation. À la place, ces billets furent employés comme outils clandestins. Ils servirent à payer des agents dans des pays neutres, à financer des opérations de renseignement et à acquérir des ressources stratégiques sur les marchés internationaux. Cette monnaie falsifiée permettait à l'Allemagne d'opérer à l'étranger sans utiliser ses réserves réelles. Lorsque la défaite devint inévitable, les SS tentèrent d'effacer les traces de l'opération. Des caisses entières de billets furent jetées dans des lacs alpins avec les plaques d'impression et les documents. Il est confirmé que de grandes quantités de billets et de plaques furent immergées dans le Toplitzsee en mai 1945, et des plongeurs les ont retrouvés lors d'expéditions ultérieures. Certains prisonniers furent évacués dans le but d'être éliminés, mais plusieurs survécurent et témoignèrent après la guerre. Grâce à leurs récits, l'opération put être reconstituée en détail. Après le conflit, les Alliés durent faire face à un problème inattendu. De grandes quantités de faux billets restaient en circulation et il était presque impossible de les identifier avec certitude. La Banque d'Angleterre retira discrètement certaines émissions et reconnut que les dégâts étaient irréversibles. L'opération Bernard ne détruisit pas l'économie britannique, mais elle démontra que la monnaie, en tant que système fondé sur la confiance, peut être attaquée de manière systématique. Elle constitue un précédent unique dans l'histoire de la guerre économique et une étude de cas sur la fragilité des institutions financières lorsque leurs mécanismes de vérification sont compromis à grande échelle. La guérite du Loup, le centre de commandement du front de l'Est. Depuis 1941, le principal centre de commandement d'Adolf Hitler se trouvait à la Wolfschanze, un complexe fortifié construit dans les forêts de Prusse orientale. Il ne s'agissait pas d'un seul bunker, mais d'un vaste ensemble d'installations militaires conçues pour abriter la direction politique et militaire du Reich pendant les opérations sur le front de l'Est. Le complexe comprenait plus de 80 structures: bunkers de commandement, logements, hôpitaux, centrales électriques, gares internes et défenses antiaériennes.
Le bunker personnel d'Hitler fut progressivement renforcé jusqu'à atteindre des murs en béton armés de 8 mètres d'épaisseur. La conception intégrait plusieurs couches structurelles destinées à résister à des impacts directs de bombes lourdes. Hitler séjourna à Wolfschanze plus de 800 jours entre 1941 et 1944. Depuis ce lieu, il dirigeait les campagnes militaires, recevait les rapports du front et présidait les réunions stratégiques. Le complexe fonctionnait de manière autonome, avec son propre approvisionnement en énergie, en eau et des communications cryptées avec Berlin et d'autres centres de commandement. Le 20 juillet 1944, Wolfschanze fut le théâtre de l'attentat connu sous le nom d'Opération Valkyrie. Le colonel Klaus von Stauffenberg plaça une bombe lors d'une réunion militaire. L'explosion détruisit la salle des cartes et fit plusieurs victimes, mais Hitler survécut avec des blessures mineures. Des facteurs structurels et la position de la bombe sous la table réduisirent son effet létal. Après l'attentat, les mesures de sécurité furent renforcées et une répression massive s'abattit sur les conspirateurs réels et présumés, entraînant des milliers d'arrestations et d'exécutions. Wolfschanze continua de fonctionner comme quartier général jusqu'en janvier 1945, lorsque l'avancée soviétique força son évacuation. Avant de se retirer, les ingénieurs allemands détruisirent le complexe à l'explosif. À leur arrivée, les forces soviétiques trouvèrent des structures fortement endommagées, mais encore identifiables. Les analyses alliées ultérieures confirmèrent l'ampleur des travaux défensifs et des ressources engagées dans sa construction. Aujourd'hui, les vestiges de Wolfschanze constituent un site historique situé dans l'actuelle Pologne. D'énormes blocs de béton sont encore dispersés dans la forêt, témoignage silencieux de la paranoïa défensive d'un régime qui se méfiait de tout. Le Saint III est le canon qui a tenté de bombarder Londres depuis le continent. Au milieu de 1943, le haut commandement allemand approuva un projet différent de toute autre arme en développement. Il ne s'agissait ni d'un avion, ni d'une fusée, ni d'un missile guidé. C'était une pièce d'artillerie fixe à très longue portée, conçue pour bombarder Londres de manière continue depuis le continent européen. Cette arme reçut plusieurs désignations techniques, mais elle fut finalement connue sous le nom de V3, troisième système de représailles stratégique du Reich. Le cœur du projet était un canon d'une longueur exceptionnelle. Chaque tube devait mesurer environ 130 mètres et être installé de façon permanente dans des tunnels creusés dans une colline calcaire près de Mimoyek, dans le nord de la France. Contrairement à un canon conventionnel, le V3 utilisait plusieurs chambres de combustion latérales réparties le long du tube. Ces chambres contenaient des charges explosives secondaires qui devaient être déclenchées successivement pendant la progression du projectile, augmentant progressivement sa vitesse. Le projectile, d'un calibre de 150 mm, pesait environ 140 kg. Selon les calculs allemands, le système devait permettre des vitesses supérieures à 1500 mètres par seconde, avec une portée théorique allant jusqu'à 165 km, rendant possible le tir direct sur Londres depuis le nord de la France. Le plan prévoyait l'installation de 50 canons à Mimoyek, organisés en batteries souterraines. Si le système avait fonctionné comme prévu, chaque tube aurait pu tirer des dizaines de projectiles par heure, permettant un bombardement continu sur de longues périodes. La construction du site débuta en 1943 sous la supervision de l'organisation Todt, avec l'emploi de milliers de travailleurs forcés. Des tunnels inclinés furent creusés et renforcés par d'énormes volumes de béton armé, accompagnés de systèmes électriques, de ventilation et d'accès interne pour les munitions et le personnel. L'ensemble était enterré sous des dizaines de mètres de roches. Les Alliés identifièrent Mimoyek comme une cible prioritaire dans le cadre de la campagne Operation Crossbow, destinée à neutraliser les armes à longue portée. En juillet 1944, des bombardiers Lancaster britanniques attaquèrent le site avec des bombes Tallboy, des munitions extrêmement lourdes conçues pour pénétrer profondément le sol avant explosion. Plusieurs impacts provoquèrent des effondrements internes, détruisant des tunnels en construction et causant de nombreuses pertes parmi les travailleurs. Bien que le site n'ait pas été totalement détruit en une seule attaque, les dégâts structurels empêchèrent la poursuite du projet. Le V3 ne fut utilisé que de manière très limitée. À la fin de 1944, des versions réduites du canon, d'environ 50 mètres de long,
furent installés près de Lampaden, en territoire allemand. Depuis ces positions, environ 180 projectiles furent tirés sur la ville de Luxembourg. Les résultats furent médiocres sur le plan technique. La précision était très faible, les impacts dispersés et de nombreux projectiles échouèrent en vol en raison de problèmes de stabilisation. Les analyses alliées d'après-guerre conclurent que le F-3 n'était pas une arme stratégique viable. Sa complexité, sa vulnérabilité structurelle et ses performances réelles insuffisantes en faisaient un projet inefficace sur le plan militaire. Le programme fut définitivement abandonné après l'occupation alliée de la région. Le projet Riez et l'ingénierie colossale sous les montagnes de Silésie. Entre 1943 et 1945, l'Allemagne lança l'un des programmes de construction souterraine les plus vastes de toute la guerre dans les montagnes de Silésie, une région alors sous contrôle allemand. Le projet, nommé Project Riez, géant, consistait en un réseau étendu de tunnels, galeries et chambres creusées directement dans la roche, répartis sur plusieurs sites distincts mais liés entre eux. Le projet comprenait au moins 7 complexes principaux, dont Ossowka, Wodars, Rzeczka et Sobon, situés dans un rayon relativement restreint autour de l'actuelle ville polonaise de Wałbrzych. Chaque site comportait des tunnels principaux de grandes sections, des galeries secondaires et des puits verticaux, parfois renforcés par d'épaisses couches de béton armé. Dans certaines zones, des voies ferrées doubles furent installées, indiquant que l'on anticipait un transport continu de matériaux ou de personnel. Le but exact du projet Riez n'a jamais été établi de manière définitive. Les archives allemandes furent détruites ou évacuées avant la retraite et les documents capturés par les soviétiques n'ont pas permis de réponse claire. Les principales hypothèses évoquent 3 fonctions possibles. Un grand quartier général souterrain, des installations industrielles protégées contre les bombardements ou une combinaison des deux. Les preuves physiques suggèrent que les objectifs du projet ont évolué plusieurs fois au cours de la construction, reflétant la détérioration constante de la situation militaire allemande. La construction reposait presque entièrement sur le travail forcé. Des dizaines de milliers de prisonniers, principalement issus du camp de concentration de Gross-Rosen, furent utilisés pour l'excavation, le transport de roches, le renforcement structurel et le coulage du béton. Les conditions étaient extrêmes. Ventilation insuffisante, poussière permanente, humidité élevée, froid et journées de travail interminables entraînaient une mortalité très élevée. Les estimations varient entre 5 000 et 13 000 morts sans qu'un chiffre précis puisse être établi. D'un point de vue technique, Riez témoigne d'une ingénierie considérable. Certains tunnels atteignent plusieurs mètres de hauteur et de largeur, permettant le passage de véhicules. Les chambres principales possèdent des plafonds voûtés conçus pour répartir la pression de la roche environnante. Dans plusieurs secteurs, on observe des systèmes de drainage et des canaux d'eau souterraine, indiquant une planification à long terme. Cependant, à la fin de la guerre, seule une fraction du projet avait été creusée. Et presque aucune zone n'était équipée de machines, de câblage complet ou d'infrastructures opérationnelles. Il n'existe aucune preuve de production industrielle ni d'utilisation comme centre de commandement actif. Le projet fut abandonné avant d'avoir rempli une quelconque fonction militaire réelle, une dépense massive de ressources et de vies humaines sans rendement opérationnel. Après la guerre, les autorités soviétiques inspectèrent les tunnels à la recherche de technologies, d'archives ou de matériaux exploitables. Rien de significatif ne fut retrouvé. Pendant des décennies, certaines parties du complexe restèrent fermées ou sous contrôle militaire. Aujourd'hui, plusieurs sections sont ouvertes au public comme sites historiques. Ce labyrinthe inachevé demeure une trace impressionnante et troublante de ce que le régime nazi fut capable de construire et du coût humain associé à cet effort. Mittelwerk et Dora, technologie avancée et esclavage industriel sous la montagne. Le 11 avril 1945, la 104e division d'infanterie de l'armée américaine libéra le camp de concentration de Dora-Mittelbau près de Nordhausen, au centre de l'Allemagne. Ce qu'elle découvrit était différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de baraquements entourés de barbelés, mais de l'entrée d'un complexe industriel souterrain d'une ampleur exceptionnelle.
2 tunnels parallèles de près de 2 km chacun avaient été creusés dans la montagne de Cohnstein, reliés par 46 galeries transversales. Sous environ 20 mètres de roches massives se trouvait le Mittelwerk, l'usine où avaient été fabriquées les fusées F-2. Le premier soldat américain entré dans le site décrivit une scène difficile à assimiler. Des rails de chemin de fer parcouraient les tunnels, de grandes grues étaient suspendues au plafond, et des chaînes de montage s'enfonçaient dans l'obscurité. Des milliers de composants de fusées étaient dispersés parmi des machines abandonnées. Mais ce qui frappa le plus n'était pas la technologie, mais l'atmosphère. Une odeur âcre et insupportable provenait de centaines de cadavres entassés près des entrées, des prisonniers morts durant les derniers jours de l'évacuation. Plus loin à l'intérieur, des survivants furent découverts, des silhouettes squelettiques en uniforme rayé, souvent incapables de marcher, ayant passé des mois à travailler sous terre dans des conditions extrêmes. Mittelwerk n'avait pas été conçu à l'origine comme une usine souterraine. Jusqu'en 1943, la production du V2 était concentrée à Peenemünde, dans des installations en surface. Le 17 août 1943, la Royal Air Force lança l'opération Hydra, une incursion massive qui détruisit des laboratoires, ateliers et logements, causant 735 morts. Hitler ordonna alors que toutes les installations critiques soient dispersées et enterrées. La montagne de Cohnstein fut choisie pour des raisons stratégiques. Des tunnels y avaient déjà été creusés dans les années 1930 pour le stockage de carburant. La roche était suffisamment solide pour résister à des bombardements directs et l'emplacement se trouvait hors de portée efficace des chasseurs d'escorte alliés. Mais construire une usine souterraine complète en quelques mois nécessitait une main-d'œuvre incapable de refuser ou d'arrêter. Entre août 1943 et mars 1944, plus de 10 000 prisonniers furent transférés à Dora Mittelbau, la plupart venant de Buchenwald. Leur tâche initiale consistait à creuser des galeries et adapter les tunnels existants. Ils travaillaient avec des pioches, des pelles et des explosifs, sans ventilation adéquate. La poussière de roche saturait l'air et détruisait les poumons. Les explosions provoquaient des effondrements fréquents. Durant les premiers mois, les prisonniers dormaient dans les tunnels eux-mêmes, sur des couchettes en bois empilées sur plusieurs niveaux, sans chauffage ni lumière naturelle. Les conditions de vie étaient conçues pour une usure extrême. Les latrines étaient insuffisantes, l'eau rare, les rations alimentaires délibérément inférieures au minimum vital. Les journées de travail pouvaient durer jusqu'à 18 heures. Les coûts étaient constants. Tout signe d'épuisement était interprété comme du sabotage. La mort devint un élément structurel du système et non une conséquence accidentelle. Les registres analysés lors des procès d'après-guerre indiquent qu'environ 60 000 prisonniers passèrent par Dora Mittelbau entre 1943 et 1945. Au moins 20 000 y moururent. Les causes principales étaient la malnutrition, l'épuisement extrême, les maladies respiratoires dues à la poussière de roche et les exécutions pour sabotage réel ou supposé. Statistiquement, survivre à Dora Mittelbau était moins probable que d'y mourir avant la libération. Pendant ce temps, sous terre, la production du V2 avançait selon une logique industrielle. Chaque fusée passait par 42 postes de travail. Dans une galerie, on assemblait les réservoirs de carburant à l'éthanol et à l'oxygène liquide. Dans une autre, on montait le moteur et la chambre de combustion. Plus loin, on installait les systèmes de guidage avec leurs gyroscopes de précision. Enfin, on fixait l'ogive chargée d'environ 1 tonne d'explosifs amatol. L'ensemble du processus était supervisé par des ingénieurs civils allemands et contrôlé par les SS. La contradiction était extrême. Le V2 était une machine d'une précision remarquable. Son moteur devait résister à des températures proches de 2700 degrés Celsius. Les systèmes d'injection fonctionnaient avec des tolérances de l'ordre du centième de millimètre. Les gyroscopes devaient être parfaitement équilibrés. Pourtant, une grande partie de l'assemblage était réalisée par des hommes sous-alimentés, privés de protéines depuis des semaines, travaillant sous menace constante. Ce contexte créa un problème que le système ne parvint jamais à éliminer, le sabotage passif. Il n'était pas nécessaire de détruire visiblement des pièces. Il suffisait de serrer un boulon avec une force insuffisante, de réaliser une soudure imparfaite ou de laisser une connexion légèrement desserrée.
Les analyses alliées d'après-guerre suggèrent qu'environ 30% des fusées V2 lancées échouèrent pour des raisons techniques. Une partie de ces défaillances était due à la complexité de l'arme, mais une autre résultait de sabotages délibérés, impossibles à éradiquer sans éliminer la main-d'œuvre elle-même. Après la libération, les Alliés documentèrent le système de terreur. Ils découvrirent des cellules de punition où les prisonniers étaient suspendus à des poutres, les bras attachés dans le dos, provoquant des dislocations et une asphyxie progressive. Ils trouvèrent également des crématoires improvisés destinés à brûler les corps et éviter les épidémies. Les rapports médicaux des survivants décrivaient des cas extrêmes de scorbut, de tuberculose avancée, d'œdème, de famine et de gangrène. Mais la libération s'accompagna d'une autre priorité. Des équipes techniques américaines arrivèrent avec l'ordre clair d'inventorier, démonter et transporter tout élément ayant une valeur technologique. Pendant que les survivants étaient pris en charge dans des hôpitaux de campagne, les composants, outils et documents étaient catalogués. Tout ce qui pouvait être déplacé fut envoyé aux États-Unis avant que la zone ne passe sous contrôle soviétique en juillet 1945. Cela créa une profonde tension morale. Les mêmes fusées qui avaient tué des civils et étaient produites par un système d'esclavage industriel devinrent la base du programme spatial américain. Werner von Braun, directeur technique du V2 et présent à plusieurs reprises à Mittelwerk en connaissance des conditions de travail, fut transféré aux États-Unis, obtint la citoyenneté et dirigea ensuite le développement de la fusée ayant permis l'envoi d'êtres humains sur la Lune. Pendant des décennies, cette contradiction fut minimisée. Von Braun fut présenté comme un visionnaire, non comme un acteur d'un système d'exploitation massif. Ce n'est qu'avec l'ouverture des archives et les témoignages de survivants à la fin du XXe siècle qu'une vision plus complète émergea. En 1984, Arthur Rudolph, un autre ingénieur clé de Mittelwerk, quitta les États-Unis après l'ouverture d'enquêtes sur son rôle à Dora. La NASA lui retira toutes ses récompenses et distinctions. Au sein de l'agence, il avait dirigé le programme de la fusée Saturn V. L'histoire de Dora Mittelbaugh est celle de la modernité dans sa version la plus sombre. La capacité de l'humanité à construire des merveilles techniques sur des montagnes de souffrances délibérées et la difficulté de séparer l'héritage scientifique de l'héritage moral qui l'accompagne.